Bonjour, je voulais vous présenter dans un premier temps les projets qu'on a retenus au dernier conseil scientifique qui s'est tenu le 5 juin. À l'appel d'offres de cette année, on a reçu 8 projets. On a été un petit peu étonnés d'ailleurs parce que l'année d'avant, on a eu 19 projets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de projets de recherche qui sont sur 2 ans et que la majorité des équipes françaises étaient déjà impliquées dans ces projets sur 2013 voire 2012, ce qui peut expliquer la raison pour laquelle on a eu moins de projets cette année. Bon, la méthodologie reste la même, c'est-à-dire que il y a une expertise qui est faite par des scientifiques internationaux, européens ou nord-américains, donc au moins 2. Et puis après, il y a le projet est relu par un reviewer français. Et puis après, c'est soumis au conseil scientifique. Alors, dans les projets, cette année, on a retenu le projet du docteur Scamps, qui est de l'INSERM à Montpellier, pour une durée de 1 an, pour un projet de 23 000 euros. Et l'idée, c'est un projet très scientifique qui est d'étudier le rôle d'une protéine intervenant dans le canal chlore, qui est activée par le calcium, et le calcium joue un rôle délétère dans la physiopathologie de la maladie. Le deuxième projet est un projet qui est soutenu par l'équipe de Luc Dupuis, qui travaille à l'INSERM à Strasbourg, qui est très impliqué au niveau européen sur les mécanismes métaboliques dans la pathologie et en particulier le rôle de l'hypothalamus et d'un certain nombre de protéines. Bon, moi je travaille avec cette équipe, donc c'est vrai qu'on essaye de comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent expliquer la perte de poids initiale dans la pathologie et qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il existe un hypermétabolisme dans la maladie, en sachant qu'il y a un certain nombre de stratégies thérapeutiques qui peuvent en découler et un certain nombre de stratégies interventionnelles. Alors le budget, c'est 60 000 euros, la durée, c'est 2 ans. Troisième projet retenu, c'est un projet du docteur Florence Rage qui travaille au CNRS à Montpellier, qui se propose d'étudier la fonction d'un gène qui est impliqué dans les amyotrophies spinales. Et on sait que le gène, ce qu'on appelle le survival motor neurone, qui est donc le gène SMN, est également impliqué comme facteur de susceptibilité génétique dans la SLA. Et le but, c'est de caractériser la fonction de ce gène SMN dans le trafic des ARN messagers, en sachant que les travaux faits sur la myotrophie spinale peuvent également être importants pour la SLA. Le quatrième projet est un projet également scientifique qui émane de l'équipe du professeur Corsia qui travaille à l'UMR INSERM à Tours. L'objectif, c'est d'étudier les altérations du métabolisme induit par le glutamate dans un modèle in vitro, en étudiant, en ayant une approche à la fois sur les composés métaboliques, mais également les composés génétiques. Alors j'ai marqué 2 fois 25 000 euros parce qu'au terme de la première année, on évaluera avec le professeur Corsia si le modèle qu'il a choisi in vitro peut éventuellement être complété par un autre modèle. Et si c'est faisable, eh bien, il pourra compléter son travail de deuxième année.
S'il nous dit que ce n'est pas faisable, on restera sur le modèle qu'il a proposé. Voilà, il y a eu une critique méthodologique à ce niveau-là. Le dernier projet qui a été retenu est un projet clinique qui émane de l'équipe du professeur Attarian, donc au CHU de la Timone à Marseille, qui est l'intérêt d'une technique électrophysiologique qui est la technique de triple stimulation dans le diagnostic précoce de la maladie. Et est-ce que cette technique électrophysiologique pourrait permettre à des stades extrêmement précoces de la maladie de pouvoir faire le diagnostic de la maladie et de pouvoir classer dans les critères diagnostiques les patients plus tôt et ainsi pouvoir leur proposer éventuellement des essais thérapeutiques. Alors le projet MIND, bon, on en a dit un mot, on a parlé de ce projet au niveau du conseil scientifique. C'est un projet européen, c'est un projet génétique. Manifestement, les centres français souhaitent adhérer à ce projet. L'objectif, c'est d'étudier le génome complet de patients atteints de SLA par comparaison à des sujets contrôle. Et le conseil scientifique a donné son accord de principe pour pouvoir soutenir une participation active et dans le but qu'il y ait une recherche de fonds qui soit dédiée à cette cause, en sachant que chaque pays impliqué dans le projet MIND doit faire la démarche personnelle de trouver des fonds pour pouvoir participer au projet. Voilà pour les projets retenus. Il y a un certain nombre de projets qui ont été... Il y a 3 projets qui n'ont pas été retenus pour différentes causes. C'est essentiellement des causes méthodologiques. On a eu des grandes discussions sur les modèles proposés. Enfin voilà, les critiques seront évidemment adressées aux auteurs. Et il y a un projet qu'on considère qui pourrait être reproposé l'année prochaine, mais il y avait des résultats préliminaires manquants. Alors voilà pour cette première partie. Alors peut-être, oui, je voulais peut-être vous dire un mot du projet Pulse. Bon, normalement, c'est David Devos qui aurait dû présenter. Donc, c'est un projet qui, au départ, est un projet franco-français. Simplement, c'est qu'au niveau européen, on est impliqué aussi dans un certain nombre de projets transversaux. Et il nous a semblé intéressant de pouvoir essayer de trouver un moyen de s'adosser à un certain nombre de projets européens, en particulier le projet SOFIA. Et le professeur Lennart van den Berg, qui dirige le groupe européen, est venu à Paris. Enfin, on l'a rencontré, nous, à plusieurs reprises. Et il semble effectivement intéressé pour qu'on puisse effectivement fonctionner ensemble. Et donc, on travaille aussi, c'est pour ça que le temps aussi a été un peu long, c'est qu'on travaille sur une interface possible. D'abord, on a fait un ICRF qu'en anglais pour que les données soient compatibles au niveau européen. Et il faut travailler maintenant sur un moyen de compatibilité entre les deux ICRF. Mais enfin, l'étude Pulse va commencer. L'objectif... c'est en fin de compte de pouvoir définir au sein de la pathologie SLA un certain nombre de critères, soit cliniques, soit paracliniques, qui permettent de segmenter la pathologie sur le plan pronostic. On sait que la maladie est hétérogène sur le plan clinique. Alors, il y a un certain nombre de critères qui sont connus
comme l'âge de début, le fait qu'on ait une atteinte spastique, pas une atteinte spastique, on débute à l'étage bulbaire, mais ce n'est pas suffisant. Et on sait qu'on peut stratifier. Et l'idée, évidemment, c'est qu'on ait un certain nombre de marqueurs biologiques, neuropathologiques, radiologiques, qui permettent de pouvoir stratifier en différents sous-groupes. Et l'idée, après, c'est évidemment, en fonction des sous-groupes, de pouvoir peut-être proposer des stratégies thérapeutiques spécifiques à ces sous-groupes, et que très probablement on a raté des effets thérapeutiques dans les essais antérieurs parce qu'on a poolé des patients qui étaient trop hétérogènes. Donc c'est définir des paramètres pronostiques de la maladie, de pouvoir avoir des paramètres de prédictivité du handicap fonctionnel, de pouvoir stratifier et d'essayer de comprendre pourquoi il y a un certain nombre de patients qui déclinent de manière rapide et d'autres patients de manière très lente, et de pouvoir déterminer des paramètres qui sont associés à ce qu'on appelle les endophénotypes, c'est-à-dire la présentation clinique, mais également par un certain nombre de données génétiques. Donc l'idée, c'est de pouvoir inclure tous les patients incidents, tous les nouveaux cas donc, de SLA au moment du diagnostic, et on espère avoir le maximum de gens avec à la date du premier déficit. L'âge, c'est supérieur à 18 ans. En sachant qu'il y aura un certain nombre de témoins aussi qui seront inclus, et en sachant qu'évidemment il faut que les témoins soient entre guillemets des témoins sains, c'est-à-dire n'aient pas de maladie dégénérative, un cancer connu ou une maladie inflammatoire. Bon, ça c'est les critères de non-inclusion. La méthodologie, donc c'est une cohorte prospective, hein, donc l'idée c'est de colliger 1000 cas, 1000 patients qui ont une sclérose latérale amyotrophique, et on va suivre les patients pendant toute la durée de leur maladie, et on aura deux populations de témoins sains et de témoins neurologiques, et qui permettra d'avoir une comparaison sur un certain nombre de paramètres, et en particulier des paramètres biologiques comme l'étude du stress oxydant, mais également l'étude des polymorphismes génétiques. Et ça permettra de pouvoir pondérer nos résultats en termes de normalité et de valeur pronostique. Et la deuxième idée, c'est ce que vous disiez Marie-France Casaler, c'est de pouvoir colliger et avoir une banque de données, banque de tissus, banque d'ADN, banque de LCR, banque éventuellement de prélèvements post-mortem. Et évidemment, quand on aura analysé nos résultats, l'idée c'est que cette banque de données soit accessible à tous les cliniciens et à tous les chercheurs en Europe. On essaie de privilégier quand même au niveau européen, puisque c'est quand même une collaboration européenne, mais on peut très bien imaginer que le Conseil scientifique de l'étude PULSE donne un accord parce qu'une équipe nord-américaine a besoin par exemple d'ADN ou a besoin de LCR pour une étude qui semblerait extrêmement intéressante. Donc 17 centres, la durée d'inclusion c'est 5 ans, la durée totale de l'étude c'est 10 ans, la conservation des échantillons c'est 15 ans, voilà, donc le minimum c'est 1000 patients. Donc c'est une grosse étude, en sachant qu'au niveau européen, on veut atteindre les 4000, 5000 patients. Voilà, bon, je ne rentre pas dans le détail, je veux dire, ça c'est toutes nos données qu'on va rentrer, mais en sachant qu'il y aura un certain nombre d'études aussi, ce qu'on appelle des études ancillaires, c'est-à-dire que tous les patients ne feront pas tout. Voilà, mais qu'il y aura par exemple un certain nombre de patients qui seront screenés pour par exemple faire une étude spécifique sur l'IRM, sur le bilan cognitif, sur le bilan comportemental, sur les émotions. Il y aura des gens qui vont bénéficier d'un certain nombre de prélèvements supplémentaires,
Et l'idée, c'est de pouvoir établir des sous-groupes d'études qui permettent de pouvoir travailler en collaboration avec nos collègues européens. Voilà pour l'étude Pulse. La dernière information dont je voulais vous dire un mot, parce que je sais que, évidemment, vous attendez, et avec raison, sur les traitements. Alors, un point sur les thérapeutiques. Quand vous faites Clinical Trials Group, qui est le site donc mondial qui permet de recenser tous les essais thérapeutiques, qui soient essais thérapeutiques industriels ou bien académiques. Donc au 31 mars 2014, il y a 612 études interventionnelles qui sont réalisées sur la SLA de par le monde. Et vous voyez la répartition en fonction des différents continents. En sachant qu'il y a 416 qui sont faits en Amérique du Nord, mais il y a 126 études interventionnelles qui ont lieu sur la SLA, et les gens ont l'impression qu'il n'y a rien qui est fait sur la maladie. Quand on regarde au niveau européen, sur les 126 études interventionnelles, il y en a 54 qui sont faites au niveau français. Alors, les couleurs, ça veut simplement dire qu'au niveau du site, tous les centres sont référencés avec les critères d'inclusion, la date de début, est-ce que l'essai est en cours, est-ce que c'est possible de participer, est-ce que c'est une étude académique, est-ce que c'est une étude observationnelle ou est-ce que c'est une étude thérapeutique soutenue par l'industrie pharmaceutique. Alors dans les essais randomisés, je vous donne simplement les quelques résultats de toute l'année 2013. Donc on a eu les résultats de l'essai dexpramipexole, qui était donc l'étude Empower, qui était un essai randomisé en double aveugle, qui est un essai de phase 3. Le dexpramipexole a un effet neuroprotecteur au niveau d'un organite qu'on appelle la mitochondrie, qui est impliqué dans les mécanismes énergétiques. 943 patients ont été inclus dans l'étude, 474 sous dexpramipexole et 468 sous placebo. Et le critère primaire d'efficacité qui a été choisi est un critère composite qui mélange à la fois un aspect fonctionnel, qui est la pente d'une échelle fonctionnelle qu'on appelle la LSFRS, et la survie. Et ce score composite permet en fin de compte d'avoir un effet, on va dire, global, puisque on a fait la critique dans l'essai Riluzole d'avoir un effet sur la survie, mais pas d'effet fonctionnel, en sachant qu'il y a d'autres essais qui avaient un effet fonctionnel, mais pas d'effet sur la survie. Donc là, ça règle un peu le problème. L'essai, malheureusement, est totalement négatif, et vous voyez que la courbe est totalement superposable. En rouge, les carrés rouges, c'est les patients traités, et le bleu, c'est le placebo, et que donc il n'y a aucune différence en termes de critères primaires. Alors après qu'on segmente sur l'étude de la survie elle-même, là aussi, vous voyez qu'il n'y a aucun effet. Et sur l'aspect respiratoire, donc, et la mesure de la capacité vitale forcée, inférieure, c'est-à-dire le délai pour atteindre une chute de la capacité vitale à 50% de la théorique, et bien là aussi on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Alors un autre essai qui est l'essai Trophos, qui est un essai de phase 2, de phase 3, de l'osésoxime chez des patients qui avaient une SLA. C'est un effet neuroprotecteur, là aussi en double insu contre placebo. 512 patients ont été inclus, en sachant qu'il y avait deux groupes, un groupe placebo-riluzole et un groupe molécule plus riluzole. C'était en intention de traiter, et le critère primaire, là, n'était pas un critère composite, mais la survie à 18 mois.
Les critères secondaires, c'était l'échelle ALS-FRS à 9 mois, la fonction respiratoire et le testing moteur. L'essai est négatif, en tous les cas sur la survie. On voit que les deux courbes se croisent et qu'on n'a aucune différence significative. En ce qui concerne l'effet fonctionnel, à 9 mois, on a un effet qui semble bénéfique de la molécule sur le plan fonctionnel, et effet qui malheureusement disparaît à 12 mois, à 15 mois et à 18 mois. En ce qui concerne la SLA et l'inflammation, il y a un certain nombre d'arguments qui pourraient faire penser que l'inflammation, même si on est dans une maladie dégénérative, a un rôle pathogène. Et il y a eu un essai thérapeutique qui a été publié qui utilise une molécule qu'on appelle l'Actemra, qui est un anti-interleukine 6. Alors c'est une petite étude, mais qui potentiellement est assez intéressant. Et en fonction du phénotype biologique, on voit qu'il est possible de segmenter des groupes de patients qui sont considérés comme inflammatoires par rapport à des gens qui sont peu inflammatoires. Et donc, on a regardé sur l'effet en faisant des perfusions à dose progressive sur 4 semaines pendant 2 à 8 mois, en sachant qu'il y a 5 patients qui ont été traités. Et on a regardé en fonction du temps l'effet d'abord sur la production d'un certain nombre de marqueurs de l'inflammation qu'on appelle les cytokines. Et on voit que chez les gens qui ont en tous les cas un haut niveau basal d'inflammation, l'effet apparaît plus net que chez les gens qui ont un faible niveau d'inflammation au départ. En ce qui concerne les patients, on voit qu'on a alors c'est hétérogène puisqu'on a 5 patients et on voit que pour 3 patients, il n'y a pas de changement sur l'échelle fonctionnelle, mais pour 2 patients, on voit qu'on est quand même capable de casser la pente de l'échelle fonctionnelle ALS-FRS, puisque dans le patient 1, par exemple, il passe de moins 2,6 à moins 0,4 par mois, et pour le patient 2, de moins 3 à moins 0,75. Alors, il y a un essai, alors bon, voilà, ça c'est les faits, on a l'impression que, par exemple, pour ce patient 1, on a l'impression d'obtenir comme une phase de plateau qui pose question. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut effectivement confirmer. Alors, il y a un essai thérapeutique qui est préconisé par l'équipe de la Salpêtrière, et Gilbert Ben-Simon souhaiterait qu'on participe avec des toutes petites doses d'interleukine 2 et qui là aussi pourrait être impliqué dans la pathologie inflammatoire. Alors par rapport aux cellules souches, vous avez entendu parler d'un certain nombre de résultats et il y a un essai de phase 1, hein, donc là on n'est ni dans la phase 2 ni dans la phase 3, on est dans la phase 1, c'est-à-dire voir si c'est faisable chez les patients. Et donc dans ce papier d'Annals Neurol de 2004, il a été essayé un essai, alors le premier essai de phase 1 qui a été autorisé par la FDA aux États-Unis, c'était en 2009, et l'étude portait sur la faisabilité de l'injection lombaire au niveau L2, L4 chez 12 patients, et il n'avait pas été montré de complications majeures. Et là, cet essai a essayé d'étudier la faisabilité d'injection au niveau cervical en C3, C5 chez 6 patients.
Alors bon, en sachant que, évidemment, il faut avoir des patients atteints de SLA, il faut pouvoir obtenir des cellules souches de fœtus âgés de 8 semaines. Pour faire les injections, c'est une anesthésie classique. Il faut évidemment faire une laminectomie pour libérer la dure mère. Et il y a 5 injections qui sont faites à 4 mm. Injection unie ou bilatérale, lombaire et ou cervicale, en sachant qu'on fait des injections de 10 microlitres ou de 5 microlitres et que par injection, il y a 100 000 cellules qui sont injectées. On prend en même temps, il faut prendre en même temps un traitement immunosuppresseur, donc vous voyez, soit des corticoïdes ou bien du Celcept. Et puis après, il y avait une surveillance IRM et puis une surveillance fonctionnelle. Quand on regarde la durée de la maladie au moment de la chirurgie, on a des patients qui sont assez hétérogènes. Et là aussi, bon, c'est un peu ce qui pose souci d'ailleurs dans les études cliniques et dans les essais thérapeutiques, c'est qu'on va peut-être comparer des patients qui ont des profils qui sont très très différents, puisqu'un patient qui a 1 an d'évolution et un patient qui a 12 ans d'évolution, c'est peut-être pas le même mécanisme pathogénique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que dans le mois post-chirurgie, il y a eu 7 décès. Ce qui est dit, c'est que là, vous voyez à gauche la moelle. Ce qui est observé par contre, c'est que c'est faisable. C'est-à-dire que les injections retrouvent bien les cellules souches au niveau de la corne antérieure de la moelle. Bon, ils n'ont pas encore la morphologie des motoneurones, ni des cellules gliales normales, mais on sait que là où on fait les injections, on retrouve bien les cellules. Alors bon, quand vous regardez les différents patients, vous voyez que si vous prenez par exemple en haut à gauche l'échelle fonctionnelle, et vous voyez que c'est assez hétérogène, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des patients qui ne déclinent pas, et puis par exemple le patient 14, on a l'impression qu'effectivement l'effet est beaucoup moins important. Il en est de même sur l'aspect respiratoire. Pour les patients qui ont été injectés en cervicale, on a peut-être l'impression que l'effet est peut-être plus important que qu'on le fait qu'en lombaire. Et les patients qui ont eu la double injection, les premiers résultats sembleraient peut-être intéressants, en tous les cas sur le plan fonctionnel, sur le plan respiratoire. Alors évidemment, c'est un tout petit nombre de patients. Bon, il y a une équipe, l'équipe d'Israël qui va rejoindre l'équipe américaine sur ce programme. Alors c'est vrai que nous, on est un petit peu dans le problème du travail sur les cellules souches. C'est pas que les scientifiques et les cliniciens français veulent pas, mais c'est actuellement très encadré. C'est vrai que nous, cette partie de la recherche pour l'instant est un peu en train de nous échapper. Alors les chercheurs français voudraient qu'il y ait des dérogations pour pouvoir faire ce type de travail. Bon, dans l'évolution qui est attendue, bon, après l'explication, c'est-à-dire qu'ils ont fait des espèces de prédictions des résultats qu'ils auraient pu attendre à 9 mois, à 12 mois et à 15 mois. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais et on peut faire des corrélations entre les paramètres cliniques et les aspects histologiques. Donc, on peut dire que pour les greffes de cellules souches, ce n'est pas du tout enterré, il y a du travail qui est fait. Actuellement, ça émane pas en tous les cas d'équipe française, du fait de notre limitation au niveau légal. En ce qui concerne les essais thérapeutiques, malheureusement, les grands essais thérapeutiques randomisés ont été négatifs. On a eu le résultat de Benefit qui est malheureusement négatif, mais qui était un essai simplement fonctionnel.
Et on attend les résultats en fin d'année ou début d'année prochaine pour l'anticorps monoclonal NoGo. Je crois que l'idée qui ressort, et on en parle avec les collègues de par l'Europe ou aux États-Unis, c'est que je pense qu'il va falloir qu'on arrive à faire des groupes plus homogènes de patients, peut-être des groupes plus petits, mais avec des patients qui présentent des caractères peut-être communs, pour ne pas passer à côté d'effets protecteurs. Parce que même si on a des effets protecteurs dans un sous-groupe ou dans un autre, bah c'est une avancée. Voilà. Voilà pour les essais thérapeutiques. Bon, je suppose que vous avez peut-être des questions, en sachant que bah, dans l'atelier, on parlera un peu d'épidémios. Alors vous avez dû entendre, puisqu'on a parlé de Jérôme Golmar, alors c'est vrai que ça fait de la pub pour la maladie. En même temps c'est un peu compliqué à gérer parce que il passe par le biais, disons, un peu classique, et puis du fait de sa notoriété, évidemment, il y a un certain nombre de gens qui lui donnent un certain nombre d'idées. Bon, d'abord, il a monté un site pour obtenir des fonds. Il y a un médecin allemand dans une clinique qui lui a tenu une théorie qui paraît un peu fumeuse, qu'une infection dentaire pourrait être à l'origine de la SLA, et lui a proposé une extraction dentaire complète, mais tout en lui demandant quand même 300 000 €, hein, quand même, hein. Donc c'est pas votre dentiste du coin, hein. Et puis là maintenant, là il est en contact avec un médecin qui est le Dr James, qui est en Californie, et qui lui propose un traitement, alors qui est de la phytothérapie. Alors bon, là, moi je suis moins critique. Alors c'est vrai que la phytothérapie passe pas du tout par le même créneau que les molécules, et que donc de façon assez étonnante, c'est que la phytothérapie qui est préconisée par ce Dr James va avoir l'agrément par l'autorisation américaine, qui est la Food Drug Administration aux États-Unis, et qui va donner l'indication du traitement de la SLA pour cette phytothérapie. Alors Vincent Méninger a joint Ben Brooks, qui travaille en Caroline et qui connaît ce Dr James, et dit qu'effectivement ça pose un peu des soucis au niveau des patients, même américains, parce qu'ils veulent tous l'avoir, probablement qu'au niveau européen aussi. Bon. Voilà. Donc, après, moi je dis pas, la phytothérapie, pourquoi pas, peut-être, est-ce qu'il y a des propriétés, voilà. Mais en tous les cas, c'est pas, quand on voit ce qui est demandé pour une molécule, voilà, et là, pour des plantes, l'exigence, c'est pas du tout la même.